Mais aujourd'hui, puisque vous êtes plutôt favorable à l'or et à la protection de la valeur par l'or, est-ce qu'on peut envisager que l'État français, par exemple, ou la Commission européenne, vienne frapper à notre porte en disant « Nous vous demandons de nous rendre toutes vos réserves d'or ». J'aurai qu'une seule réponse, qui est que la loi, pour le moment, en France, vous oblige à déclarer l'or, on y reviendra ensuite, que vous vendez, mais pas l'or que vous achetez. Ceci suscite pour moi tant de tentations que je suis prêt à sacrifier autre chose pour l'obtenir. Autre chose qui est aussi précieux, puisque je le gardais jusque-là, et là, à partir de là, vous avez la valeur, vous avez ce que vous êtes prêt à sacrifier, donc la dimension, selon moi, ça c'est ma définition, de la valeur, la répartition de tout l'or du monde officiel au sein des différentes banques centrales. C'est ça qui compte. Que cet or soit réparti au sein de banques centrales qui sont amies ou ennemies, et de banques centrales qui seront potentiellement des rivales. Sur ces derniers temps, au premier trimestre 2024, ce sont la Chine, la Turquie et l'Inde qui sont les plus gros acheteurs d'or. Durant environ les 10 dernières années qui se sont écoulées, les banques centrales, pour avoir une notion, ont acheté une once sur 8 produite par les mines d'or mondiales. Et leurs demandes sont à peu près 7 fois plus importantes que les entrées dans les produits d'investissement adossés à l'or, qu'on appelle les ETF. On y reviendra là aussi par la suite, chacun fait ce qu'il veut vraiment. Pourquoi pas acheter des ETF ? Moi, personnellement, j'achète pas d'ETF si je veux acheter de l'or. En tout cas pas dans le but d'acheter de l'or, dans une autre idée. Mais si on achète de l'or, on n'achète pas d'ETF. Si on achète des ETF, on achète des ETF avant d'acheter de l'or. Si on achète de l'or, on achète de l'or physique. Et au même titre, finalement, que j'entends beaucoup ci et là de justement fanatiques, entre guillemets, ou aficionados du Bitcoin me dénigrer gentiment en disant que je suis anti-Bitcoin. Je suis pas anti-Bitcoin. Je me pose des questions, je les exprime et je porte un regard sur ce qu'est le Bitcoin, mais pour faire la comparaison, pour les convaincus du Bitcoin, vous n'avez pas envie d'avoir votre Bitcoin logé sur une plateforme. Vous n'avez pas du Bitcoin. Et il en est de même avec l'or. Or, c'est une autre démarche. Vous pouvez aussi, mais vous n'avez pas de Bitcoin. Donc sur l'or, même principe. Après analyse de plusieurs données, on constate que la quantité totale d'or détenue par les banques centrales représenterait environ 15% de la production totale de l'or produit à travers l'histoire. À savoir que, donc il y a de l'or qui a été perdu, bien sûr, mais relativement peu, puisque l'or a toujours eu le statut qu'on lui connaît. La Russie, la Chine représentent depuis 20 ans 80% de la demande nette d'or des banques centrales inscrites au Fonds monétaire international. Là aussi c'est très important, comme je dis régulièrement pour ceux qui m'écoutent, s'il y a des gens qui m'écoutent parfois. Et les banques centrales sont des banques centrales parce qu'elles font partie de l'écosystème de la BRI, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. C'est ça surtout. Ceux qui vous disent la première banque centrale ou la création de la banque centrale par la France au 19e, oui, mais les systèmes étaient différents. Il suffit pas d'avoir une salle de spectacle n'est pas la même, quelle que soit la personne qui va y passer. Un restaurant n'est pas le même, quel que soit. Si vous êtes dans un étoilé ou dans un snack, ça s'appelle restaurant aussi, mais le cadre est pas le même, le cahier des charges, les revenus. Voilà. Donc une banque, quand on parle d'une banque centrale aujourd'hui, tous les pays ont leur banque centrale. Et les banques centrales qui pèsent sont les banques centrales qui font partie du cercle ultra privé, en quelque sorte. Donc la Banque centrale du Japon, la britannique, la Banque centrale européenne aujourd'hui, la Réserve fédérale évidemment, qui est patronne du système. La Banque centrale du Congo, c'est déjà tout à fait différent. Voilà. C'est pour cette raison-là que vous ne faites pas du carry trade. D'ailleurs, il y a eu cette crise du yen carry trade qui a fait un peu parler pendant l'été. Ça arrive avec le Japon, ça n'arrive pas avec le Congo. Pourtant, on pourrait vous dire, je m'endette justement plus facilement avec d'autres. Ça se fait, c'est pas possible. Voilà. Donc, la Russie a été entravée dans ses acquisitions d'or pour des raisons qu'on peut allègrement imaginer ces dernières années, depuis 2022, donc a un petit peu baissé
la voilure en quelque sorte, bien qu'elle continue à acheter de l'or, mais avec des difficultés et des nécessités évidemment de mobiliser des devises pour la guerre plus que pour l'or. Mais la Russie et la Chine représentaient les montants que j'évoquais en achat d'or durant ces dernières années. Donc aujourd'hui, si on devait résumer, on dirait que les banques centrales du monde entier abritent environ 34 à 35 000 tonnes d'or. Pour avoir un ordre d'idée, en France, nous avons 2400 à peu près de tonnes d'or et 3000 tonnes d'or privées. Donc, l'or privé, c'est des lingots, des lingotins, des Napoléons, et il est donc supérieur aux réserves de la Banque de France. Donc, je voudrais revenir à présent sur le caractère toujours monétaire de l'or. Et le point essentiel, finalement, on va dire un peu pour se rassurer en quelque sorte, c'est pas le mot juste, mais pour ôter les inquiétudes par rapport à l'avenir de l'or. C'est surtout ça qui compte, parce que la question qu'on se pose tous, c'est de se dire quelle va être la place de l'or durant les années à venir. Je crois que c'est un peu le grand sujet du moment. Donc il y a évidemment des éléments essentiels. Si demain vous avez plus de conflits dans le monde, si on refait de la diplomatie avec beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité, si vous parvenez à avoir de la stabilité, de la prospérité, de la croissance, si le dollar, les Américains revenaient à dominer le monde, ou si les BRICS le dominaient, forcément, il est probable que l'ascension de l'or soit limitée à ce moment-là, dans cette période, comparé à la monnaie qui sera la monnaie dominante. C'est toujours le sujet principal et on va y revenir. Donc selon l'International Monetary Fund, le FMI, les actifs financiers sont comme une sous-catégorie d'actifs économiques, entités sur lesquelles des unités institutionnelles font valoir individuellement ou collectivement des droits de propriété et dont les propriétaires peuvent tirer des avantages économiques par leur détention ou par leur utilisation au cours d'une période de temps. Le FMI ajoute « La plupart des actifs financiers sont des créances financières émanant des relations contractuelles qui se créent quand une unité institutionnelle procure des fonds à une autre. Les contrats ainsi établis sont à la base de la relation créancier-débiteur, qui est à la base de toutes les relations monétaires, il ne faut pas l'oublier, par laquelle les propriétaires d'actifs obtiennent une créance inconditionnelle sur les ressources économiques d'autres unités institutionnelles. » Le FMI ajoute toujours « La relation créancier-débiteur donne aux instruments financiers leur dimension d'actifs et de passifs, bien qu'il n'y ait pas, et c'est l'élément essentiel, sur l'or, de passifs de contrepartie dans le cas de l'or monétaire, et le FMI ajoute des DTS. Il n'y aurait pas de passifs de contrepartie dans le cas des DTS. On les considère malgré tout comme des actifs financiers. Pour rappel, les DTS, droits de tirage spéciaux du FMI, sont la monnaie des monnaies, à tel point qu'ils ne sont pas une monnaie, qu'il y en a très peu, mais le bas de laine des monnaies et de cet organisme assez ambigu qu'est le FMI, qui lui aussi n'a plus sa vocation initiale et a un peu changé de vocation en étant un peu ce que devait être la Banque mondiale au départ, finalement, c'est-à-dire un organisme qui soutient des pays, les fameux prêts du FMI. Donc les DTS avaient été créés en 1969, droits de tirage spéciaux, alors que les monnaies étaient encore liées directement, et c'est essentiel, au prix de l'or, et que le dollar était déjà le principal avoir de réserve internationale. À partir du moment où les taux de change n'ont plus été fixes, mais que le système est devenu flottant, les droits de tirage spéciaux ont été indexés sur un panier de devises, donc les 5 devises, comme je disais, qui sont essentielles pour comprendre le système monétaire, la finance, et ce qui nous permet d'échanger aujourd'hui d'un point de vue monétaire, le dollar américain, l'euro, le yuan, le yen et la livre sterling. Donc je le disais, il s'agit un peu de la monnaie des monnaies, mais qui n'est pas vraiment une monnaie, pour ma part, et je l'avais déclaré dans plusieurs interviews, c'est pas un fait de gloire, hein, mais j'avais évoqué il y a un an et demi environ le fait que je ne croyais pas du tout que les pays des BRICS puissent recourir à un moment ou à un autre au DTS pour s'éloigner quelque peu du dollar. Parce que les pays des BRICS, s'ils veulent à tel point s'éloigner du dollar, ne vont pas recourir à des droits de tirage spéciaux qui sont émis par le FMI, qui est une organisation américaine, occidentale américaine, mais qui est installée à Washington. Donc le FMI, la vocation a totalement changé, c'est ce que je disais précédemment depuis la création, puisque à partir de la fin du système à change fixe, n'est pas détenu en proportion de la puissance économique de chaque pays membre ce FMI, et ça pose forcément des rivalités et des questionnements. Dominique Strauss-Kahn, avant
comment dirais-je, les événements qui, je dirais pas ses frasques, mais avant sa faute, puisqu'il reconnaissait avant son rendez-vous manqué, puisqu'il avait manqué son rendez-vous avec les Français, voilà, pour être exact, avait émis l'idée, à ce moment-là, de représenter, c'est assez générique comme représentation, on va dire, comme traduction de cette idée, mais de représenter un petit peu les parts du FMI par rapport aux puissances économiques de chaque pays. Donc c'était surtout la Chine, par rapport au moment de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2002, quelques années plus tard, le PIB a explosé, les exportations ont explosé, et la quote-part de la Chine au FMI restait semblable à ce qu'elle était, ce qui n'avantageait pas les Chinois, et ce qui avantageait évidemment les Américains. Alors, il n'y a absolument aucun complotisme, hein. Je ne fais pas de relation de cause à effet en disant que Dominique Strauss-Kahn a été, comment dirais-je, poussé vers la sortie par rapport à cette idée-là, mais en tout cas, la seule chose qu'on observe, c'est que la décision, et ça, toutes les personnes initiées, et je le dis de sources privées, comme de sources un peu plus publiques, parce que ça a été relayé dans les médias, tous les initiés le savent, Dominique Strauss-Kahn était assez mal vu, je dirais, à cette époque-là, à Washington. Le FMI n'aurait pas existé, il faut le préciser, si John Maynard Keynes avait vu sa proposition avalisée. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'ailleurs jusqu'aux années 50, 70, là aussi, c'est pour ça que je parle beaucoup du déclin, et c'est ce qui marquera les années à venir, hein, le manque de capacité d'analyse, de réflexion, de compréhension du monde par rapport à ce qui va dessiner le monde. Le monde va continuer à être dessiné parce qu'il est dessiné. On ne dessine pas moins parce que le monde décline et parce qu'on réfléchit moins, on dessine tout autant. On dessine plus parfois, même parce qu'on est plus spontané, mais on dessine mal. C'est la différence. Si vous réfléchissez beaucoup, avant d'agir et avant de tracer un trait, vous êtes déjà fait une idée, une projection. Si vous réfléchissez mal, si vous êtes plus spontané ou animé par des bas instincts, vous projetez un dessin forcément moins favorable. Mais donc ce qui est important, c'est qu'à cette époque-là, vous aviez des intellectuels de la monnaie, vous aviez des intellectuels tout court, de la politique également, qui apportaient des idées, qui apportaient un regard sur le monde et sur la société. John Maynard Keynes, ça en faisait partie. Donc il proposait un système financier qui aurait été très différent et dès le départ. Donc système financier moderne, c'est Bretton Woods, c'est le milieu des années 40. Et qui aurait probablement traversé les décennies avec, on va dire, moins de crises, puisque la financiarisation, au sens le plus général du terme, ce qu'on appelle la financiarisation, c'est-à-dire la prise de pouvoir de l'action sur la monnaie, et on reviendra ensuite sur le caractère liquide de la monnaie qui est très important, et sur cette notion-là, aurait été plus connectée à l'économie réelle. Il n'y aurait pas eu de possibilité pour la finance, ce qu'on appelle la finance, de prendre un pouvoir aussi direct. Donc, il y aurait eu une banque centrale à ce moment-là qui aurait été véritablement internationale et qui aurait émis un Bancor, on en a entendu parler, et qui n'aurait alors été détourné au bénéfice d'aucun État, ce qui a été possible par ailleurs pour le dollar. Dans sa classification des actifs financiers, le Fonds monétaire international indique la classification des actifs financiers repose essentiellement sur 2 critères. Et celui-ci est très important, et il est un critère dont on entendra beaucoup parler durant les années à venir, et qui est un peu, comment dirais-je en préambule, la notion qui va faire réfléchir les pauvres. Parce que c'est la liquidité. Et plus vous êtes pauvre, plus vous épargnez avec de la liquidité, avec des dépôts à vue. Plus vous êtes riche, moins vous avez de liquidité, mais plus vous avez de richesse financière. Mais de la richesse financière qui est moins liquide, et que vous pouvez rendre liquide, mais qui n'est pas totalement liquide, qui n'est pas de liquide dans l'immédiat en tout cas. Donc ça c'est le premier point, la liquidité de l'actif. Le second c'est la nature juridique de la relation fondamentale entre le créancier et le débiteur. Donc la notion de la liquidité renvoie elle-même à d'autres caractéristiques plus précises, telles que, c'est toujours le FMI qui parle, la négociabilité, la cessibilité et la convertibilité, qui jouent un rôle majeur dans la détermination des différentes catégories, bien qu'elles ne soient pas distinguées de façon systématique. La présente classification, dit le FMI, vise à faciliter l'analyse des opérations des unités institutionnelles et établit un cadre permanent permettant d'évaluer les ressources et les emplois en matière de financement, ainsi que le degré de liquidité de ces unités. Donc j'ai attiré l'attention sur le mot liquidité, et là aussi si vous cherchez le mot dans un dictionnaire, si vous le tapez sur Internet,
vous verrez en finance, la liquidité d'un liquide bien sûr, le caractère liquide, mais la liquidité en finance, pour qu'un actif soit liquide, vous comprendrez par rapport à cette définition qu'il est nécessaire de pouvoir le vendre sur un marché secondaire, c'est-à-dire pas directement, seulement. Pour prendre un exemple non financier mais que tout le monde comprend, si vous peignez un tableau et qu'un ami vous l'achète 200 000 euros, il ne vaut pas 200 000 euros comme un bien liquide. Si à différents endroits du monde, dans différentes parties, et au maximum il y en aura, et plus le tableau sera un actif liquide, bien des personnes sont prêtes à investir 200 000 euros pour l'acheter, ce sera un actif liquide. Donc le marché de l'art, justement, n'est pas réputé pour être particulièrement liquide. Pour certaines œuvres, c'est la rareté et la demande qui font que, et la notoriété également, que et la crédibilité de l'artiste, que l'actif devient très liquide. Ça peut être par exemple, si on se mettait à vendre de la Joconde, je suis persuadé qu'il y aurait une liquidité sur la Joconde. Voilà. Alors après, il y a le problème de la collection aussi. Aussi, on reviendra sur les questions de liquidité sur la collection. Mais pour ce qui est de notre sujet, sur l'or, on s'accorde tous sur la liquidité énorme de l'or. Puisque, on va en détailler les raisons, mais en rapport de surcroît à sa faible capitalisation, puisque la capitalisation de l'or est dérisoire à ce niveau-là, le marché de l'or est particulièrement liquide. La capitalisation boursière de l'or, c'est aujourd'hui à peu près 17 000 milliards de dollars américains. Alors il y a le caractère de matière première également. Là je serais plus sévère par rapport à la connivence sur le Bitcoin. Lorsque la Security Exchange des États-Unis considère le Bitcoin comme une matière première, elle légalise le Bitcoin, tout simplement. C'est bon. Il y en a qui vous diront oui, non, c'est pas... elle était obligée de le faire, non, les Américains sont obligés de rien. Nous, on serait obligés aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne serait obligée de faire passer des paiements par Unicredit en Russie. Les Américains auraient été obligés vis-à-vis de l'Iran. Non, les Américains sont obligés de rien, et les banques centrales non plus, mais c'est pareil pour la Banque Centrale de Chine ou la Banque Centrale Russe. Et si vous tapez sur Internet, ou si vous ouvrez un dictionnaire, on ouvre rarement un dictionnaire aujourd'hui, mais sur Internet, le mot puiser, vous trouverez une définition en économie également. Et la définition en économie, c'est puiser dans des économies, donc puiser dans de la richesse. Bref digression dans la digression, la richesse se distingue encore de la valeur par son rattachement à l'être. Et la richesse est la détention de la valeur en nature ou en argent. La modernité des quotidiens confère à la richesse un aspect très juridique, mais depuis peu finalement, puisqu'il y a encore 90 ans en Provence ou en province, en France, plus généralement, il était fréquent que des propriétés de parcelles se transmettent un peu par ce qu'on va appeler comme étant le cours des choses finalement. Vous installiez quelque part par fatalité, vous cultiviez, il y avait une demande, vous répondiez à cette demande, pourtant il y a déjà un cadastre qui existait, mais vous pouviez détenir de la richesse ou user de la richesse. Donc l'aspect juridique est accru également par la numérisation de la société par rapport à ce qu'on considère comme étant la répartition de la richesse, au sens assez froid du terme, et absolument pas politique. Plus largement, en fonction là aussi des régions du monde, on s'aperçoit qu'il y a des définitions différentes et un peu moins ou plus épidermiques de la richesse. Par exemple en Italie, où on considère aussi le mot, on parlait de la fortune, qui est encore un mot différent et en lien avec la richesse, dans la culture italienne et machiavélienne, mais plus largement italienne, qui est étroitement liée à l'écriture de l'existence par l'existence. Vous pouvez faire bonne ou mauvaise fortune, mais en tout cas, si vous allez vers la fortuna machiavélienne, vous allez vers la réalité, donc une richesse qui peut être également une richesse malheureuse, mais qui est votre richesse, on pourrait dire la destinée. Donc concernant le pays dont les réserves d'or sont les plus élevées, les USA, les stocks sont conservés à Fort Knox, et l'histoire est marquée par plusieurs grandes périodes, on ne va pas toutes les citer. La première, c'est la grande ruée vers l'or, principalement à partir du 19e siècle, surtout en Californie. Ensuite, il y a 1933, bien sûr, avec l'une des mesures phares du New Deal, l'Executive Order, et l'obligation de remettre tout son or à la réserve fédérale, à la Fédérale Réserve.
On reviendra là aussi sur un aspect un petit peu pratique parce que c'est une question qui revient régulièrement et on m'envoie souvent des messages à ce sujet d'ailleurs en me disant vous êtes plutôt... Je fais pas de recommandations comme je disais précédemment, je recommande pas d'acheter de l'or, je recommande pas d'investir dans l'or, de placer son épargne, je suis pas conseiller en gestion de patrimoine, je vis ma vie d'essayiste, de journaliste et d'entrepreneur, je voyage beaucoup, je fais des affaires dans différents pays, en voyant différentes personnes, j'échange avec elles, je discute, je comprends des choses et je les fais partager. De la façon la plus naturelle possible, puisque je suis payé par personne et je suis pas missionné pour le faire. Donc, le but n'est pas de recommander, mais simplement de dire ce qui peut se produire, ce qui permet d'avoir une forme de liberté de ton qui est assez appréciable et qui s'apparente à de la valeur également. Donc, à la question, à ce sujet, mais aujourd'hui, puisque vous êtes plutôt favorable à l'or et à la protection de la valeur par l'or, est-ce qu'on peut envisager que l'État français, par exemple, ou la Commission européenne, vienne frapper à notre porte en disant « Nous vous demandons de nous rendre toutes vos réserves d'or ». J'aurais qu'une seule réponse qui est que la loi, pour le moment, en France, vous oblige à déclarer l'or, on y reviendra ensuite, que vous vendez, mais pas l'or que vous achetez. C'est le premier point. Et comme disait Georges Pompidou, comprenne qui pourra, également à ce stade-là. Et on reviendra sur des aspects plus pratiques par la suite. Donc, je décris les événements américains qui sont assez généraux, parce que la conjugation de la politique aux USA est semblable, je le dis assez régulièrement, à celle de deux auxiliaires, être et avoir. Vous avez, un peu comme sur les monnaies, le dollar et beaucoup de monnaie, et vous avez l'auxiliaire être et avoir, et vous avez beaucoup de verbes, et vous avez des verbes comme devenir, faire ou croire, qui sont utilisés régulièrement, et qui seraient l'euro, ou le yen, ou la livre sterling, le yuan. Puis vous avez des verbes qui seraient on va dire, le franc congolais, qu'on pourrait comparer à bienvenir ou à grêler, qui sont difficiles à conjuguer, que l'on n'utilise pas, qui ne servent à rien, qui sont évités, que l'on n'a pas dans son répertoire et qui n'intéressent personne, et au-delà de ça, que l'on ne peut pas conjuguer systématiquement dans toutes les phrases et comme on le souhaiterait. Aller échanger 2000 francs congolais contre un dollar, vous le pourrez. Par contre, essayer de convertir l'équivalent de 100 milliards ou de 1000 milliards de dollars en francs congolais depuis le franc congolais vers le dollar, vous aurez du mal. En 1968, le Congrès vote la suppression de la convertibilité externe du dollar en or. Donc, cette conversion n'est plus possible à ce moment-là que pour les régulateurs, c'est-à-dire les banques centrales. Et évidemment, ensuite, l'événement majeur qui concerne les régulateurs, c'est la fin de la convertibilité, le 15 août 1971, qui est l'événement qui fait des gorges chaudes aujourd'hui et qui est l'événement majeur de l'effondrement de notre système monétaire. La fin, c'est Hubert Védrine qui, lors d'une discussion en marge d'une émission, m'en parlait assez précisément, justement, en me disant que ça avait sonné la fin du système monétaire, mais qui est toujours en vigueur. Le système monétaire actuel dont on attend finalement aujourd'hui qu'il s'effondre ou qu'on le pense, qu'on le repense ou qu'on le pense, qu'on le soigne, mais dont on ne sait plus vraiment où il est, de quoi il est composé. En 1976 ensuite, un événement important, la démonétisation de l'or, qui n'a finalement pas grand sens comme je le disais précédemment, puisque la démonétisation d'un sens date réellement du 15 août 71, lorsqu'on met fin à la convertibilité. Et d'autre part, en 1976, c'est le FMI, le Fonds monétaire international, qui modifie ses statuts, les accords de la Jamaïque ensuite, et si l'or avait réellement été démonétisé à ce moment-là, comme je le disais au début de notre entrevue, les institutions qui émettent de la monnaie auraient liquidé l'or. Or, les banques centrales, partout dans le monde, n'ont cessé de le garder, de le protéger, et encore plus aujourd'hui de se le procurer, de l'acheter. Alors il y a des événements très intéressants au niveau des relations franco-américaines, un peu avant, au cours des années 60. Je fais un parallèle avec la souveraineté, le manque de souveraineté de Nicolas Sarkozy en l'occurrence, et donc là le général de Gaulle, qui s'inscrivait dans une trajectoire parfaitement opposée, une démarche qui était parfaitement opposée à celle de Nicolas Sarkozy plus tard, puisque on assiste au cours des années 60 à des grandes tensions entre De Gaulle et de l'autre côté les administrations qui succèdent, Eisenhower, Kennedy, Johnson, sur plusieurs dossiers, notamment l'or et le nucléaire. En 1960, le premier essai nucléaire français conduit à des négociations rudes, et les États-Unis proposent de placer l'armement nucléaire français sous contrôle de l'OTAN,
déjà à l'époque, en échange d'une aide financière pour son développement. En réalité, la plupart des témoins qui se sont exprimés à ce propos ont retenu que l'entourage d'Eisenhower et du Congrès américain était persuadé que la France n'avait pas les moyens financiers de réaliser une vraie force de frappe. Mais la France de l'époque n'était pas la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire une France qui est un petit peu en dehors de son corps, avec des organismes, on parlait de l'autorité financière précédemment, on parle même de démanteler l'autorité des marchés financiers pour créer un organisme européen qui succéderait à l'AMF. La Banque de France n'est plus une banque émettrice de monnaie, mais c'était pas le cas de la France des années 60, puisque à ce moment-là, les grandes réformes monétaires qui avaient été menées, et initiées par Jacques Rueff, avaient permis le rétablissement de la position extérieure du franc, et avait permis à la Banque de France d'accumuler des réserves en dollars, ce qui octroyait beaucoup de pouvoir naturellement au pays. La position extérieure d'un pays, pour préciser, reflète en quelque sorte la situation patrimoniale du pays vis-à-vis des autres pays, c'est-à-dire vis-à-vis de l'extérieur. Donc nous revenons au concept peu éloigné de la valeur qui est celui du sacrifice, et ici potentiellement de la liberté, puisque si vous achetez ou vendez de la cocaïne, vous allez perdre votre liberté, et donc vous perdez une valeur qui est forcément essentiel et considérable. Proposé en proportion d'un objet dont la valeur est estimée à 50 kg, 50 000 euros, l'équivalent de 80 000 euros de cocaïne à un honnête homme, on va dire au sens imagé du terme, il refusera forcément, ne voulant pas échanger contre la différence, le prix de sa liberté. Et proposer cela, entre guillemets là aussi, toute définition gardée, à un voyou, il l'acceptera. Dans cet exemple, évidemment, le concept d'honnête homme et de voyou sont volontairement caricaturaux, mais ce qu'on veut dire, c'est que parfois l'illégalité fait le marché, et d'autres fois, c'est la légalité qui fait le marché. Et comme c'est parfois une forme de violence qui peut contribuer à la création ou au plaisir, et aussi une forme d'évidence qui peut créer une forme de sentiment. Donc il y a deux oppositions qui peuvent être parfaitement liées en ce qui concerne la valeur. À ce stade, on retient donc que l'or s'inscrit avant toute chose dans une dimension purement sacré, et que les peuples croient en lui et en son usage partout dans le monde, et que les organisations monétaires s'en servent pour attester de la valeur qu'elles détiennent. Et c'est là aussi ce qui est très important, on y reviendra, puisque l'or est aujourd'hui la seconde réserve de valeur détenue au sein des banques centrales. Tout le monde penserait que c'est l'euro qui est la seconde réserve de valeur, c'est de la dette américaine, la première des réserves. La monnaie, ce qu'on appelle la monnaie, donc sous l'angle purement officielle et technique du terme, a bien changé, et elle n'a jamais été purement de la liquidité. Liquidité, là aussi on y reviendra sur les définitions, mais elle est encore moins de la liquidité aujourd'hui, puisqu'elle a un énorme stock de dettes, et essentiellement de la dette américaine, heureusement pour nous d'ailleurs en France, encore un peu de la dette française, adossée à des collatéraux, donc tour à tour de la dette française, des Bunds allemands, et la seconde réserve, c'est l'or, qui était une monnaie reconnue précédemment. On reviendra également un peu plus tard sur le caractère de démonétisation de l'or. Et on comprendra qu'en réalité, l'or n'a jamais été démonétisé. Et que malgré les tentatives de considérer que l'or n'est plus une monnaie officielle, tentatives donc des régulateurs au cours des années 70, ces régulateurs eux-mêmes se sont trahis en conservant dans leur coffre des réserves de change qui sont libellées en or. Si vous dites ceci n'est plus une monnaie, mais je le garde comme réserve de valeur, finalement, si vous êtes le régulateur et émetteur de monnaie, on considère que vous considérez que c'est même la première monnaie qui existe. Donc, d'un point de vue, disons, plus religieux et plus convaincu, on peut dire que l'or est même la seule véritable réserve de valeur détenue massivement par les banques centrales, puisque je doute fortement que les Américains fassent défaut sur leur dette dans un avenir proche. Je doute un peu moins fortement pour la France, encore un peu moins pour d'autres pays. Mais dans l'hypothèse, je verrais plus probablement les Américains faire défaut sur leur dette, ou la France faire défaut sur sa dette, plutôt que toutes les banques centrales dire « nous vidons nos coffres d'or, nous considérons que l'or ne vaut plus rien, on le jette ». Ce qui paraît absolument impossible. Donc le top 10 des pays qui détiennent de l'or aujourd'hui, en premier les États-Unis, bien que les audits soient tout à fait limités à ce sujet. On considère qu'il y aurait 8000 tonnes d'or aux États-Unis, en deuxième position l'Allemagne, ensuite l'Italie, la France en quatrième position, quasiment à égalité avec la Russie et l'Italie, 2500 tonnes environ dans ces eaux-là, Chine, Suisse, Japon,
premiers pays en dessous des 1000 tonnes, l'Inde avec 840 tonnes et les Pays-Bas toujours dans le top 10 avec 600 tonnes. On parle ici bien évidemment des stocks d'or détenus par les banques centrales et pas de l'or privé. Pour la France, par exemple, il y a plus d'or détenu par des Français, par la population, que d'or détenu au sein de la Banque centrale. Je crois que les stocks d'or privés représentent à peu près 3000 tonnes. Donc Israël, Oman, le Yémen sont des pays intéressants, enfin je dis pays, des États pour... on le comprendra pour Israël, puisque c'est un État qui a été créé plus récemment dans l'histoire. Pour Oman, donc au sein des Émirats arabes unis, le Yémen, qui ne possède pas de réserve officielle d'or, malgré une puissance économique non négligeable, et Israël possède beaucoup de réserves de change libellées en dollars par ailleurs. Et sont des pays qui se trouvent dans une région, par ailleurs, là aussi, où l'or a une importance assez remarquée. Il y a beaucoup de commerce de l'or qui passe par les Émirats arabes unis, officiellement et officieusement, malgré le fait que les Émirats détiennent quelques tonnes d'or, mais quasiment pas de réserve officielle. Pour le cas de la France, on précise une aventure, mésaventure, un moment de l'histoire où Nicolas Sarkozy ne s'est pas illustré par sa grandeur, pour ainsi dire, sans mauvais jeu de mots, lorsqu'il a vendu l'or français. À 2 reprises, exactement. Et donc on devrait dire les fois où Nicolas Sarkozy a vendu l'or français, puisque ce Nicolas Sarkozy, président de la République, a fait se délester la France de 56 tonnes en 2010, en proposant cet or sur les marchés, et comme ministre du budget quasiment une décennie auparavant, il avait vendu plus de 600 tonnes. Donc le but n'est pas de faire ici de sentiments ou de sensationnel, il n'y a absolument pas de fanatisme. Moi je précise que je suis d'un tempérament assez réel, pour ainsi dire. Voilà. Et j'entends quelques mots à ce propos, effectivement, les condamnations pour haute trahison qui ont été supprimées. Et donc le but est de voir le réel tel qu'il est par rapport à l'or et à l'avenir de la monnaie, à l'avenir de la réserve de valeur, et ne vraiment pas faire de sentiments ou de philosophie ou de marketing. Le but est vraiment de comprendre ce qui va se passer, ce qui va se produire, puisque, quoi qu'il en soit, l'unité de mesure par rapport à la valeur est essentielle dans toute société, même dans une société qui s'effondre. Donc on le voit bien avec des exemples de sociétés qui s'effondrent pour des raisons civilisationnelles, sociétales, d'autres pour des raisons plus militaires, par exemple en Iran ou au Liban, et on voit là aussi la part, l'importance et l'engouement pour l'or. Donc ces ventes, à l'époque, auraient pu dans l'absolu avoir une signification, comme elles pourraient en avoir aujourd'hui s'il leur était vendu, dans une configuration tout autre, et même dans un monde tout autre, elles n'en avaient pas, en l'occurrence, et elles n'en ont toujours pas, puisque en 2002, lors de la première vente massive, la valeur de l'or selon le marché, on va y revenir ensuite, était proche des cours les plus bas observés sur les 20 ans qui avaient précédé. Donc à ce niveau-là, il n'y avait absolument aucune logique de marché qui pouvait motiver une vente, puisque ce qui s'est déroulé, c'est qu'entre 2002 et 2010, il y a eu une moyenne d'augmentation de 20%, avec des pics à 32% lors de l'année, par exemple, d'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, et déjà 26% à partir de 2002. Donc concrètement, entre décembre 2004 et septembre 2009, la Banque de France se sépare d'un cinquième de son stock d'or, 589 tonnes à ce moment-là, on ajoute 56 tonnes ensuite, et en contrepartie, elle encaisse en cumulé 4,67 milliards d'euros. Mais le cours de l'or, à ce moment-là et ensuite, continue de s'apprécier, et selon les premières données, les premières analyses qui condamnent moralement ou nationalement, on peut le dire comme on veut, Nicolas Sarkozy, on s'aperçoit donc, à partir de 2012, qu'il avait déjà pris 94%. 94% de hausse pour l'or à déduire des richesses de la France. Donc au final, si le programme n'avait pas été exécuté, la valeur des réserves en or de la Banque de France aurait atteint 19,4 milliards d'euros à fin 2010, quand celle des réinvestissements en devises
s'élevait à seulement la moitié, 9,2 milliards d'euros. Le seul vrai sujet en somme, c'est celui de l'influence américaine. Et je paraphraserai ici mon ami Henri Proglio qui dit régulièrement, en parlant des Allemands, on ne peut pas reprocher aux Allemands de défendre leurs intérêts. Et tout est dit à partir de là. Effectivement, on ne peut pas reprocher aux Allemands de défendre leurs intérêts lorsqu'ils essayent de faire fermer des centrales nucléaires en France, sous différents moyens, à différentes périodes, et encore très récemment, et par différents biais. On ne peut pas refuser à la première puissance du monde, au tempérament particulièrement dominant qui plus est, puisque au-delà d'être une nation, c'est la nation des meilleurs, qui a été peuplée par les meilleurs, et en plus par des chercheurs d'or, de chercher à être les premiers, et à défendre plus que leurs intérêts, leur hégémonie. Donc on ne peut pas reprocher ça aux USA. Par contre, on peut évidemment reprocher à un président français de ne pas défendre les intérêts de la France. Et on doit lui reprocher. Et on devrait même, évidemment, le poursuivre par la suite. Mais il n'était pas le seul, puisqu'on s'aperçoit que les Anglais, à l'époque de Gordon Brown, se délestaient également de plusieurs dizaines, centaines de tonnes d'or. Pour avoir fait se délester la Banque centrale britannique de ces centaines de tonnes, Gordon Brown a été remercié et a été consacré et disposé au sommet quelques années plus tard. Donc il faut préciser également que les USA, eux, selon les statistiques officielles, n'ont pas vendu d'or. Afin de jouer son rôle d'assurance patrimoniale, nous sommes convaincus que l'or doit être détenu de la manière la plus sécurisée possible. Et c'est pourquoi nous avons développé une solution qui permet d'éliminer tout risque lié à l'existence d'intermédiaires entre l'investisseur et ses métaux précieux. Tout d'abord, les lingots et les pièces disponibles chez Or.fr proviennent de raffineurs certifiés par la LBMA, qui est le marché international des métaux précieux de Londres, ce qui garantit aux clients l'authenticité, la pureté et la qualité des produits qu'il acquiert. Deuxièmement, le stockage, lui, est opéré par la société Malkiamit et qui est indépendante d'Or.fr et qui est spécialisée dans le gardiennage d'objets de valeur. Ces coffres sont situés en dehors du système bancaire, en zone franche, dans les villes stratégiques de Zurich, Singapour, Toronto et New York. Et donc le client signe un contrat directement avec Malkiamit, qui par la suite lui délivrera un certificat de stockage mentionnant son identité ainsi que le numéro de série de ses produits. Et ce document est primordial car il atteste que le client est propriétaire direct de ces métaux précieux et que son identité est connue de la société de gardiennage. Et en tant que seul et unique détenteur légal de ces métaux, le client bénéficie d'un accès direct au coffre pour pouvoir inspecter ou retirer son stock. Et ce, sans aucune présence d'un membre de l'équipe Or.fr. Et c'est un point essentiel qui nous différencie des autres acteurs du marché. Tous les métaux sont assurés tout risque, et ce en fonction de leur valeur au cours du LBMA, qui est un autre point différenciant, les métaux étant généralement assurés en fonction de leur valeur à l'entrée dans le coffre. Oui, nous garantissons la liquidité de l'investissement de nos clients en rachetant tous leurs métaux conservés dans les coffres de stockage, et ce, sous un délai de 2 jours ouvrés. Alternativement au stockage, pour les clients qui souhaitent stocker leurs métaux chez eux, nous proposons un service de livraison à domicile.